Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo parce que on a eu une micro-fuite entre guillemets sur le codex Orc, mais ce qui m'intéresse ici, ça va pas être de discuter de ce qu'il y a dans ce codex, mais de ce qu'on a vu dans ce leak, et ce que ça va pouvoir vouloir dire pour les codex de la 11e édition, parce que j'ai l'impression que Games Workshop va s'offrir beaucoup plus de changements dans les règles de base via ces codex, et va rajouter des espèces de modules en plus des règles de base via ces codex, ce qui a plein d'implications très intéressantes. Bon alors évidemment ce petit leak, si vous jouez Orc, vous l'avez sans doute déjà vu, c'est cette petite page là où vous voyez plusieurs aptitudes. Alors jusque là il n'y a rien de spécial, ça c'est l'aptitude d'armée, c'est ni plus ni moins que la WAG, hein, ça vous donne la relance des advances tout le temps, des avances tout le temps, et qu'en plus quand vous êtes énervé là, riled up, eh bien ça vous donne une invulnérable à 5, assaut, mouvement d'avance et de charge possible. Et comment est-ce qu'on est riled up? On l'a vu avec la fiche d'un des nouveaux personnages nommés qui va pouvoir le donner à une unité orc à 6 pouces pour un round, mais en plus, une fois par bataille, toute votre armée va y avoir accès. Donc en gros, c'est comme ça que vous déclenchez la Waxa, c'est pas palpitant. Il y a une deuxième aptitude qui s'appelle Dabos, qui vous dit que si une figurine avec cette aptitude est votre seigneur de guerre, alors vous gagnez un PC. Bon, ça c'est peut-être comme ça que maintenant ils vont gérer tout ce qui est génération de points de commandement, peut-être pour que chaque armée ait la capacité d'avoir un truc qui génère un point de commandement supplémentaire. Ça sera une aptitude générique par codex qui vous dit, eh bien, si une figurine qui a cette aptitude est sur le champ de bataille et votre seigneur de guerre, vous gagnez un PC, ça permet de le limiter à une seule figurine, il n'y a pas besoin de faire d'exclusion bizarre ou spéciale, ça serait probablement plus simple. Ce qui va nous intéresser plus ici, c'est les mouvements spéciaux qu'ils ont rajoutés là et cette règle ici. Cette règle, elle définit que les Psyker Orcs qui ont l'aptitude Unstable Energies, donc énergie instable, ont un niveau de Psyker de 1 ou plus spécifié dans l'aptitude. Donc on aura peut-être Unstable Energies, entre guillemets, enfin entre parenthèses, 2, 3, etc. Chaque aptitude psychique a un niveau psy de 1 ou plus spécifié dans ses aptitudes. Donc on peut imaginer que, par exemple, un Weird Boy, son aptitude Dad Jump, elle soit niveau de Psyker 1. Et donc si vous êtes Psyker 1, vous pouvez lancer cette aptitude, puisque ça vous utilise que un slot de Psyker. Et en gros, c'est comme ça que ça va marcher. Vous pouvez, dans un seul round, utiliser autant d'aptitudes psychiques que votre niveau de Psyker. Donc si par exemple vous avez une aptitude qui vaut 2 et une aptitude qui vaut 1, et que votre niveau de Psyker c'est 3, bah vous pouvez faire une fois l'aptitude qui vaut 2, une fois l'aptitude qui vaut 1. Si par contre vous êtes un niveau de Psyker de 2, eh bien il va falloir choisir soit faire l'aptitude à 1, soit faire l'aptitude à 2, mais vous pourrez pas cumuler les deux dans le même round de bataille. Ça, typiquement, c'est un ajout aux règles de base. Dans les règles de base, il n'y a pas de niveau de psy, de niveau d'aptitude psy, et là, le fait qu'on le voit dans le codex orc veut pas dire qu'il y a que les orcs qui y auront accès. Je pense que toutes les armées qui ont du psy vont avoir une variante de cette règle. L'avantage de la séparer codex par codex, c'est que s'il y a certaines armées qui se retrouvent à être complètement pétées à cause de ce système-là, ils peuvent corriger la règle dans le codex, au lieu d'avoir une règle générale qui serait modifiée pour tout le monde et qui rend le psy pourri pour tout le monde juste parce que, je dis n'importe quoi, les Eldar ou les GK sont pétés actuellement. Chaque codex a sa propre variante de comment ça va marcher le psy, et du coup ça c'est super intéressant, parce que ça veut dire qu'ils peuvent aussi faire une règle de psy complètement différente pour des Kuljin Stealers qui n'utilisent pas forcément la même méthode, pour des Space Wolves où leurs Psykers c'est pas exactement des Psykers, ils utilisent pas le Warp exactement de la même manière, voire certains disent que c'est pas le Warp qu'ils utilisent, peut-être pour des aptitudes psychiques des Sœurs de Bataille qui seraient plutôt liées à du miracle, des aptitudes psychiques d'Eldar qui fonctionneraient différemment de celles des Tyrannides, ça leur permet d'avoir des règles de psy, mais qui sont pas les mêmes par codex, plutôt que de les avoir incrustées dans les règles de base, où ça marche pareil pour tout le monde, et ça reste relativement très simple. Hein. En gros, c'est des niveaux de sorciers. Hein. Vous avez un sorcier niveau 1, 2, 3, et vous pouvez utiliser des sorts de niveau 1, 2, 3, point barre. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être que ces aptitudes psychiques-là, ça va regrouper les armes psy. Typiquement, quand vous aviez un profil de tir qui était du psychique, eh bien peut-être que ça, maintenant, ça va utiliser un slot, une capacité psy, et que donc si vous l'utilisez pour tirer, vous pourrez pas lancer un autre sort qui serait dans la fiche d'unité de ce Psyker, par exemple. Il y a des choses qui vont être très intéressantes liées à ça, et je serais très étonné qu'on retrouve pas ça dans le codex GK, Thousand Sons, Eldar, Tyrannid, enfin toutes les armées qui ont du psy, peut-être même Space Marine, hein, ils auront probablement accès à ce genre de choses. Alors, on peut s'étonner de la multiplication des règles d'armée, où du coup on se retrouverait en avoir 5, 6, 7 par codex, et du coup peut-être que c'est pas très clair. Maintenant par exemple Age of Sigmar a déjà ce genre de système où il y a par exemple des traits d'armée où vous avez 17 petits, j'exagère mais 6 ou 7 petits encarts avec différentes aptitudes que vous pouvez utiliser. C'est pas compliqué à prendre en main. Par contre si vous affrontez cette armée pour la première fois, peut-être que ça sera pas très clair pour vous.
Je serais étonné que tous ces trucs de psy ne soient pas très similaires d'un codex à l'autre. L'autre élément qu'on voit aussi sur ce leak, c'est des mouvements spéciaux. Alors ça c'est intéressant parce que d'habitude les mouvements ils sont définis dans les règles de base, hein. Vous n'avez pas d'armée qui fait des mouvements bizarres, à part certaines fiches d'unité qui avaient peut-être des mouvements d'élan qui étaient spécifiques à eux, mais maintenant même ça a été unifié. Et là on voit dans le codex Orc en fait il y a des mouvements différents. Là vous avez un mouvement de Pulse Jet qui vous fait en gros 18 pouces plus 1 des 6, qui ne vous permet pas de charger ou de faire une action, mais qui vous donne -1 pour être touché jusqu'au début de votre prochain tour, tir et corps à corps, et qui vous permet de traverser toutes les figurines, tous les terrains, etc. Bon bah c'est, j'imagine, le mouvement des roquettes dans le dos des Shock Boys, parce qu'ils ont dû se dire qu'ils voulaient pas leur donner juste un mouvement de 12 avec une charge, ils voulaient peut-être leur donner un mouvement de 12 de base qui leur permet de charger, mais aussi peut-être la capacité de faire une espèce de méga avance où ils se propulsent très loin et où ils sont cachés. Peut-être que ça marche aussi pour certains véhicules orques qui auraient ce type de fonctionnement aussi. Je pense que ça c'est super intéressant aussi, et puis bah, vu la manière de structurer un peu ces mouvements-là comme dans les règles de base, eh bien on se rend bien compte que ça respecte quand même toutes les règles génériques du jeu. Et on a la même chose avec ce mouvement de désembarquement d'assaut, qui n'existe pas dans les règles actuellement. C'est typiquement le mouvement qu'on pourrait voir sur un Land Raider, où vous pouvez bouger le Land Raider, débarquer et quand même charger. Là c'est ça que ça vous donne aussi, hein, puisque c'est bien indiqué que vous pouvez débarquer d'un transport qui a bougé, mais il n'y a pas la restriction, vous n'avez pas le droit de charger. Donc ça j'imagine que c'est un mouvement qui sera donné à certains transports orques, peut-être pas tous, mais peut-être le battle wagon et pas le truck, ou l'inverse, peut-être le truck et pas le battle wagon. Bon, il y a des choses super intéressantes avec ça. Là encore, le mouvement lui-même, on s'en fout, c'est une règle bonus pour l'armée, ça leur permet juste de la séparer, de pas avoir des fiches d'unité où vous avez tout un mouvement détaillé super compliqué ou qui modifie la règle générique, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on a vus en V10 qui étaient liés au fait que certaines fiches d'unité modifiaient une règle générale. On vous disait, quand vous faites un mouvement normal, vous avez le droit de faire ça en plus. Et du coup, il y avait des cas particuliers un peu con-con qu'on comprenait pas forcément, parce que c'était, bah oui d'accord, mais dans ce cas-là, si j'ai fait un mouvement réactif, c'est un mouvement normal, donc est-ce que j'ai quand même le droit de le faire? Non, parce que ça compte comme un mouvement normal, mais c'est pas un mouvement normal. Ah oui d'accord, mais du coup ça veut dire que j'aurais le droit de faire 2 mouvements réactifs dans la même phase, puisque j'ai le droit de faire plusieurs mouvements qui ne sont pas des mouvements normaux. Bon, ça ouvrait la porte à plein de conneries, le fait de ranger ça à part, en mode, c'est ce mouvement-là, et dans la fiche d'unité, on dit, les unités qui débarquent de ce transport peuvent utiliser le mouvement de Assault Disembark tel que décrit page machin, point terminé, beaucoup plus facile, beaucoup mieux rangé. Ça leur permet aussi de donner ces règles similaires à différentes armées, mais des règles qui fonctionnent différemment. Typiquement, s'ils en avaient fait une règle générique, le mouvement de débarquement, peut-être que ce mouvement de débarquement, il est complètement pété sur un Land Raider, mais pas terrible sur un truck orc. Ou l'inverse, peut-être pas terrible sur un Land Raider parce que ce que vous mettez dedans est pas GG pour le corps à corps, mais par contre pour les orcs sur un truck, c'est pété. Et bah ça leur permet de corriger ce mouvement-là, codex par codex, sans dégommer tout le monde. Si par exemple pour les Eldar ce type de mouvement est odieux, au lieu de tuer toutes les armées du jeu qui ont accès à ça, eh bien on tue que la variante des Eldar en lui mettant, je sais pas, une distance de setup de 1 pouce, ou en disant que ça marche que pour des unités de 5 figurines ou moins, ou que ça ne marche que si le transport a fait un mouvement de moins de 8 pouces. Ils peuvent ajuster ça au fur et à mesure, armée par armée, codex par codex. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur des gens qui parlaient justement sur ces leaks, alors c'était surtout sur Reddit, mais les gens disaient bah ouais mais ils savent vraiment pas écrire les règles, pourquoi c'est pas dans les règles génériques, le psy, les mouvements normaux, ça devrait être dans les règles génériques, ça n'a aucun sens de les mettre dans les codex, ça complexifie tout, c'est dur à lire, c'est le bordel, chaque armée aura son propre truc, je comprends pas pourquoi ils font ça. Et moi, au contraire, je comprends très bien pourquoi ils font ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de faire ces règles bonus dans un codex, plutôt que d'avoir des règles génériques qui couvrent 100% de tous les cas de figure et les cas spéciaux. Les cas spéciaux, ils sont armée par armée, ils sont modifiables, nerfables ou buffables, armée par armée, et vous pouvez les ajuster comme ça. Ça veut dire que si vous devez changer comment fonctionne le psy pour les orques, vous pouvez le changer sans dégommer le psy pour les autres armées. Là, typiquement, ce mouvement de Pulse Jet Move, là, je vois très bien ça dans le codex TO, pour donner aux exo-armures un mouvement particulier qui montre le fait que c'est pas des jetpacks classiques. C'est pas juste une unité qui vole avec des jetpacks, c'est des gros véhicules avec des jetpacks bizarres. Et donc peut-être que toutes ces exo-armures, elles auront leur propre type de mouvement. Et ça n'aurait pas de sens de mettre ça dans les règles génériques si les taux sont les seuls à l'avoir.
Parce que si on les met dans les règles génériques, l'incitation c'est de se dire, bah on a déjà ce mouvement qui existe, alors si ça marche sur les exo-armures, on a qu'à le mettre aussi, je sais pas, sur des véhicules Eldar, parce que finalement c'est un peu la même technologie gravifique, machin truc, on a qu'à le mettre aussi sur les jetpacks, c'est le même mouvement. Mais sauf qu'en fait là ça permet de différencier les choses dans le jeu et d'avoir beaucoup plus de richesse. Et donc, ça permet d'avoir ces types de mouvements séparés codex par codex, qui sont équilibrables codex par codex. Alors, évidemment, là, on tire des conclusions de une page d'un codex leaké pour tout le reste de la version. Alors, peut-être qu'il y a que les orques qui auront ce type de truc très bizarre et que les autres armées n'y auront pas accès, mais quand on voit la partie psychique, on se doute bien que ça va arriver sur toutes les autres armées qui ont du psy, et quand on voit certains mouvements spéciaux ici, on peut en imaginer assez facilement pour d'autres types d'unités. Typiquement, les exo-armures tau, je pense, auraient beaucoup à gagner à avoir leur propre type de mouvement plutôt que d'utiliser les règles de vol plus classiques. Et je pense que ça, c'est super intéressant, et je serais très surpris que ce type de mécanisme ne soit pas porté dans d'autres codex aussi. Et je pense que du coup, c'est très très riche comme manière de faire, avec le bémol de, si je ne connais pas l'armée que j'affronte, quand le mec va devoir m'expliquer ses mouvements et ses machins, il va pas juste m'expliquer sa règle d'armée, sa règle de détachement, ou ses règles de détachement, ses 9 stratagèmes, ou 12 stratas s'il joue agent de l'Imperium, il va aussi devoir m'expliquer les aptitudes d'unité et les mouvements spéciaux, et sa règle de psy qui est peut-être pas la même, etc. Ça risque d'être plus complexe, entre guillemets, comme explication, et ça va renforcer encore plus le besoin de jouer par jeu d'intention, bien sûr, en expliquant à chaque fois que l'adversaire fait un move, attention, je te le répète une fois pendant la partie, mais n'oublie pas que j'ai le droit de faire tel truc. Et le mec dit, ah oui, ok, j'avais zappé, puis après vous le rappelez pas à chaque tour. Mais ça va pousser un peu ce style de jeu aussi là, parce que si vous le faites pas, ça va être gotcha sur gotcha. Ça, c'est le risque majeur. Mais le gros bénéfice à côté, c'est la richesse des codex, la variété. Au lieu d'avoir une unité qui vole et toutes les unités qui volent fonctionnent exactement de la même manière, eh bien si vous, votre manière de voler, elle est toute bizarre et toute spéciale, eh bien vous avez un mouvement spécial pour le faire. Si vos transports, ils font des trucs que les autres font pas, ils fonctionnent d'une manière différente. Si vos psychers, ils utilisent la magie, le warp d'une autre manière, eh bien c'est décrit d'une autre manière dans votre codex. Et ça, moi je trouve ça beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant que juste de la règle générique partout, 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 où on essaie de rentrer ça au chausse-pied, et quand c'est pété, il faut rééquilibrer, mais du coup on augmente le coût en points comme un débile, mais ça corrige pas le problème. Bon, là ça donne des leviers supplémentaires, et c'est ce que Games Workshop s'est donné en V11, hein, surtout beaucoup de leviers. Les coûts en points de détachement, les coûts en points des stratagèmes, éventuellement des stratagèmes qui peuvent coûter plus de points dans certaines variantes, les coûts en points des équipements, les coûts en points des unités spammées. Tout ça, ça leur donne des leviers d'équilibrage, et je pense que ces règles bonus dans les codex leur ouvrent aussi d'autres leviers. Bon, pour aller encore un tout petit peu plus loin, il y a encore d'autres choses qu'on voit typiquement dans les fiches d'unités qui viennent de partager ou qu'ils ont partagé. Hein, là, il y a par exemple la fiche de Nasdrag. Alors d'ailleurs, quand j'en ai parlé vite fait dans mon récap de la semaine, je disais qu'il fallait choisir un profil, mais a priori non. Hein. Quand il tire avec ses 3 profils, ce qui fait qu'il est complètement pété. Mais bref, ce qui va nous intéresser ici, c'est les lance-flammes. Les lance-flammes, a priori, bah, il va y avoir un changement qui, je pense, va s'appliquer à l'intégralité des lance-flammes du jeu, qui est la disparition du nombre aléatoire de touches. Là, on voit, sur la plupart des lance-flammes qu'on a vu en orc, tout ce qui est Scorcha, on voit qu'il y a 3 touches, Torrent, donc évidemment ça touche auto, et Blast 1, donc déflagration 1. Et je pense que tous les lance-flammes du jeu vont basculer sur ce type de fonctionnement, au lieu d'avoir un nombre de touches aléatoire via D6, D6 plus 1, D6 plus 2, et bien quand vous aviez D6, vous avez 3, quand vous aviez D6 plus 1, vous avez 4, quand vous avez D6 plus 2, vous avez 5, quand vous avez 2 D6, vous aurez 6, et vous avez déflagration qui représente le fait que si vous avez plein de mecs en face et que vous arrosez comme ça, eh bien vous touchez plus de monde, et puis bah vous pourriez avoir potentiellement sur des lance-flammes lourdes déflagration 2 par exemple, pour que chaque tranche de 5 figurines vous rajoute 2 touches, voilà, ce genre de truc, ça a l'air d'être un changement qu'on va trouver, je pense, sur tous les codex du jeu, ça a l'air d'être un truc qui va arriver partout, parce que tous les lance-flammes orques qu'on a vus fonctionnent sur ce même principe, et je serais honnêtement pas si surpris que ça que la majorité des armes du jeu qui ont un nombre de touches complètement random soient aussi modifiées légèrement pour leur donner justement ce côté nombre plus fixe et un petit truc type déflagration, abattage pour le corps à corps, etc. Ça a été un peu une plainte des joueurs depuis plusieurs éditions. Alors, il y a un côté positif au nombre de touches random, c'est que c'est du fun. Hein. Quand vous jetez un dé, vous savez pas combien de touches vous faites, des fois c'est 1, des fois c'est 6, c'est rigolo. Le problème c'est que c'est impossible à équilibrer, puisque si vous avez un canon qui fait des 6 touches, vous avez des joueurs qui vous diront « Moi ça fait tout le temps 1, alors payer 150 points pour le véhicule qui a ce canon, bah ça me saoule. » Et puis vous en avez qui vous disent « Mais c'est pété de chez pété, mon adversaire il fait des 5 et des 6 tout le temps, je me fais laver le fion avec cette arme de ouf. » Bon bah quand vous dites que c'est 3 touches, et bah c'est réglé. Il n'y a plus de question d'équilibrage ou de complexité, vous pouvez dire c'est 3 touches en 10, moins 1, 3, boum, ça c'est un castigator, ou 4 touches. C'est voilà, il n'y a pas besoin de gérer le D6, c'est plus simple. Alors,
Toutes les armes du jeu seront sans doute pas comme ça, mais je pense qu'ils vont remplacer un peu le côté aléatoire de combien de touches j'ai fait via les D6 par un nombre de touches fixe plus blast, parce que en général, le côté tir aléatoire, c'est pour représenter un truc qui explose. Et un truc qui explose, bah, c'est représenté par déflagration, pas par un nombre aléatoire de touches. Et donc je pense que c'est plus logique comme ça, même si ça enlève un petit côté fun quand même, je trouve, sur ces casinos canons. On le voit aussi sur cette fiche des boys, des nouveaux boys, qui a leaké aussi il y a pas si longtemps que ça, où bah par exemple le lance-roquette, normalement c'était des 3 tirs, et bien maintenant il est passé à 2 tirs. Et si vous utilisez en mode je veux tuer plein d'infanterie, eh bien c'est toujours 2 tirs, mais déflagration 2. Je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver sur la grande majorité des armes à nombre de tirs aléatoires. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais mentionner dans cette vidéo, mais ça nous donne déjà des petites idées quand même sur ce qui est en train de se passer avec cette version, c'est-à-dire peut-être moins d'aléatoire dans les jets d'attaque, pour que ça soit un peu plus prévisible quand vous prenez une unité sur la table, qu'est-ce qu'elle va faire. Par contre, l'imprévisibilité, eh bien elle vient peut-être plus des règles et autres. Alors, pour les orques spécifiquement, c'est un peu un crève-cœur, parce que bah forcément, les orques, on aime bien avoir une armée qui fait... on sait pas. On fait du what the fuck. Hein. S'ils nous changent par exemple les canons de mec avec le lance-bulle et qu'il n'y a plus tous ces profils complètement random, c'est super dommage parce que c'est ça qui donne du fun. Quand vous avez une arme qui fait 2d6 tirs et c'est tout, bah il y a des fois c'est énorme, il y a des fois c'est nul et ça participe au côté rigolo. Et là effectivement je pourrais comprendre la critique de oui bah c'est pour rendre le jeu plus compétitif parce que comme ça au moins les compétiteurs ils prennent les unités même quand elles ont un nombre de touches pourries. Moi je pense que c'est aussi pour les joueurs normaux. Parce qu'on le sait, il y a plein de joueurs normaux qui regardent ce que font les compétiteurs et qui font leur liste même pour jouer entre potes basée là-dessus. Et donc, bah forcément, vous allez ignorer toutes les armes un peu rigoles du jeu. Donc le côté rigole, il faut l'amener par les règles, par la saveur de l'armée. Et je trouve que justement, eh bien, la saveur, elle passe par toutes ces petites règles un peu custom. Comment ça marche le psy pour votre armée, quels mouvements spéciaux vous avez, les règles d'armée en gros, c'est ça qui je trouve donne le fun à une armée, les aptitudes de fiches d'unité aussi, hein, toutes les aptitudes de datasheet que vous avez sur vos persos, sur vos unités, c'est ça qui donne la saveur, le fun, le côté cool du jeu. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé que les custodes en V10 avaient littéralement aucun fun, c'est pas parce que l'armée est pas marrante à jouer, parce que vous pouvez très bien vous projeter sur votre armée de custo qui tape, etc. C'est parce que les règles de l'armée et les règles des unités sont pas inspirées, sont pas amusantes, sont pas intéressantes. C'est des choses très basiques, factuelles. Il n'y a pas de variations rigolotes, de grosses différences, c'est toujours très normé. Eh bien moi c'est ça que je veux voir dans les codex, c'est comme ce qu'on vient de voir sur le codex orc, c'est votre petit mouvement spécial, votre petite règle de psy spéciale qui donne du caractère à votre armée et qui est fun et qui est intéressante et qui du coup potentiellement peut aussi être modifiée par des détachements. Vous pourriez avoir des détachements qui vous disent tous vos psychers ils ont un niveau psy supplémentaire de 1. Et ça c'est marrant. Et avec une règle générique, eh bien peut-être que ça fonctionnait pas pareil, parce que peut-être que votre manière de faire le psy devrait pas être la même que celle des Eldar par exemple. Peut-être qu'en orc, on pourrait voir à un moment un détachement qui dit bah tous les Weird Boys ils gagnent un niveau de psy supplémentaire quand il y a 5 figurines autour. Et ça on n'allait pas le mettre dans les règles de base parce que ça n'a aucun sens quand il y a les Eldar par exemple. Bon, il y a plein de choses comme ça que je trouve très intéressantes avec ces premiers leaks. Alors évidemment, dès que le codex sera complètement sorti, on vous en fera une analyse plus détaillée, soit moi, soit Nico, soit les deux, et puis on vous expliquera tout ça. Si on arrive à mettre notre main sur un codex complet leaké avant, on vous couvrira ça aussi, bien sûr. Mais je trouve que voilà, il y a des pistes de réflexion intéressantes, je pense que j'ai assez blablaté, vous comprenez où je veux en venir, je parle pas que du codex orc, mais de ce que ça peut vouloir dire pour la V11, et j'aime bien la direction, avec le petit bémol de peut-être plus compliqué à expliquer à l'adversaire et bah perdre la variabilité du nombre de touches ou j'imagine peut-être même la variabilité du nombre de dégâts. Forcément, ça pourrait être un petit peu plus frustrant en termes juste de pur fun sur la table. Tant que le fun est rajouté par les datasheets et les règles d'armée, moi ça m'ira très bien. Bref, je vais m'arrêter là, vous me direz ce que vous pensez un peu de cette micro-analyse en commentaire. Et puis évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez tous les liens dans la description, les boutons YouTube et tout le bazar, la zone de commentaires, vous savez comment ça marche. Et vous avez la page MyHobbyPlace pour acheter vos figues moins cher que chez Games et me reverser une petite commission si vous choisissez la chaîne au moment de payer. Ça vous coûte pas plus cher, mais moi ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Et puis évidemment, vous avez la page Tipeee aussi, le lien est dans la description. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Et si vous voulez les rejoindre pour soutenir la chaîne directement, vous savez où cliquer. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!